Un grand merci à Gréty Myrdal qui a la gentillesse de nous accueillir. Et je salue ici chaleureusement non seulement les Ludovisiens, mais les étrangers, les auditeurs du continent qui sont accueillis non moins chaleureusement. Quand Gréty Myrdal malicieusement souligne qu'elle a dû influencer mon épouse pour que je vous parle, ce n'est pas tout à fait faux, parce que au fond, j'avais un peu des complexes parce que les conférences remarquables, je n'ai aucune raison d'en douter, qui vont suivre, vont être tenues par des éminents spécialistes universitaires qui vont vous parler vraiment avec une rigueur et un savoir que je devine exceptionnel. Alors que moi, je ne suis pas universitaire et que je vais vous parler de manière beaucoup plus libre, beaucoup moins érudite, je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup moins encyclopédique, sans faire le tour du sujet. C'est un sujet dont il est impossible de faire le tour, celui des écrivains de l'île Saint-Louis ou des écrivains qui ont parlé de l'île Saint-Louis. Donc en effet, vous l'avez souligné, je n'ai d'autre raison d'être ici que le fait que j'habite dans l'île depuis 73 ans, autrement dit depuis l'âge de 1 mois, et que, étant écrivain moi-même, j'ai l'habitude de me pencher sur le problème de l'île Saint-Louis en tant que sujet ou lieu qui peut influencer un écrivain. Ce qui m'a toujours étonné, c'est le grand nombre, non seulement d'écrivains, mais d'artistes en général, qui ont habité l'île Saint-Louis. Un nombre incalculable de peintres, depuis Philippe de Champaigne ou Le Sueur jusqu'à Chagall aujourd'hui, le nombre incalculable d'écrivains à toutes les époques qui ont habité l'île Saint-Louis. Et je me suis demandé pourquoi. Et j'ai pensé à cette phrase de Marcel Proust qui dit « Les livres sont les produits de la solitude et les enfants du silence ». Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur lieu de solitude qu'une île, qui au sens littéral, au sens étymologique du terme, est ce qui vous isole, et qu'il y a dans l'île une qualité de solitude et de silence. En tout cas, c'est une chose qui a frappé tous les habitants de l'île Saint-Louis depuis la création de l'île dans la première moitié du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, et qui explique, à mon avis, ce choix de l'île comme refuge pour des écrivains. Et j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais le problème, c'est que beaucoup d'écrivains ont habité l'île Saint-Louis, mais comme c'est un lieu précisément de refuge, souvent ils habitaient l'île, mais ils écrivaient sur l'en dehors de l'île, sur la ville, sur Paris, sur la France, sur le monde entier, et qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont trouvé refuge, qui ont trouvé la solitude et le silence dans l'île Saint-Louis, mais qui n'ont pas pour autant parlé de l'île Saint-Louis. En revanche, il y a des écrivains de l'étranger, si j'ose dire, qui, eux, ont, à l'occasion, parlé et parfois très bien décrit l'île Saint-Louis. Alors, dans ce petit jeu qui consiste à parcourir les siècles et à voir quels sont les écrivains qui font écho à l'île Saint-Louis dans leur époque donnée, donc on va commencer tout naturellement par le début, par le XVIIe siècle, par la première moitié du XVIIe siècle, par ce moment incroyable pour les Parisiens, où d'un seul coup, en l'espace de quelques années, s'invente l'île Saint-Louis. Je ne suis pas un assez grand spécialiste de l'urbanisme pour savoir si c'est un cas unique ou un cas premier à Paris, mais ce qui est frappant, c'est que l'île Saint-Louis s'invente à partir de rien. Tout le tissu urbain de Paris s'est peu à peu agrandi, soit autour de lieux de commerce, d'abbayes, de palais, d'hôtels particuliers, de villages repris par le tissu urbain de la ville et qui vont être incorporés à la ville. L'île Saint-Louis, c'est un cas tout à fait à part, puisque, comme vous le savez sans doute la plupart d'entre vous, l'île Saint-Louis, jusqu'au début du XVIIe siècle, ce n'est rien. Ce sont ces deux îles, l'île aux Vaches et l'île Notre-Dame, qui sont des pâturages, où il y a quelques bicoques avec des tavernes pour boire. Et d'un seul coup, par l'intention préméditée, délibérée de promoteurs, au premier rang desquels, bien sûr, il y a Marie qui va construire le fameux pont Marie, s'invente un quartier de Paris. Et j'ai trouvé, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai trouvé 3 vers tirés de la dernière comédie baroque de Corneille en 1644, pardon, c'est dans Le Menteur, donc c'est-à-dire 44, c'est-à-dire en quelques années, 6 ans après le Cid, et c'est vraiment la dernière grande œuvre baroque, si on peut dire, de Corneille. Et là, il fait dire à un personnage son ébahissement devant cette île Saint-Louis qui surgit de rien.
et ces 3 vers ont été d'ailleurs parfois cités, hein. C'est « Paris semble à mes yeux un pays de romans. J'y croyais ce matin voir une île enchantée. Je la laisse déserte et la trouve habitée. » Paf, d'un seul coup, l'île Saint-Louis s'invente. Et même Corneille, même l'homme de Rouen qui est Corneille, est ébahi par ce surgissement de l'île Saint-Louis, de ces maisons, de ces hôtels particuliers, de ces maisons plus populaires au centre de l'île, du Pont-Marie, qui surgit de rien. Et que Corneille il fasse allusion dans le Menteur me paraît tout à fait révélateur de cette surprise qu'ont dû éprouver les Parisiens du XVIIe siècle. Pour évoquer cette île Saint-Louis qui se construit, je vais convoquer un homme qui a tout à voir avec le lieu où nous sommes, un homme très singulier, très attachant, un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Roger de Beauvoir. Alors, qui était Roger de Beauvoir? C'est un homme qui a écrit en 1859 le livre sur lequel je vais un peu me pencher quelques instants, qui s'appelle « Les mystères de l'île Saint-Louis ». Mais Roger de Beauvoir était un homme tout à fait intéressant. C'est un homme typique de l'époque romantique. Il est né 5 ans après Victor Hugo, en 1807. Il est mort en 1866. Et ce Roger de Beauvoir, oublié aujourd'hui, fut tout de même une des figures assez marquantes du romantisme français. C'est un grand ami d'Alexandre Dumas qui dit de lui une phrase assez amusante. Il dit de lui « Il eut au commencement de sa carrière un grand malheur. Seul d'entre nous, il était né riche. » Alors, c'est vrai que sa richesse, qui n'a été que provisoire, parce qu'il a tellement dilapidé l'argent familial qu'il est mort pauvre, a fait de lui un dandy extravagant, un noceur assez raffiné, un esprit cinglant. Théophile Gautier, qu'il aimait beaucoup aussi, disait de lui « Il était superbe, éblouissant de verve et d'entrain ». Et pourquoi je vous dis que Roger de Beauvoir est intéressant ici? Tout simplement parce que Roger de Beauvoir s'était installé en 1849, où, ici même, à l'hôtel de Pimodan, puisque c'était le nom que portait à l'époque l'hôtel qu'on appelle aujourd'hui l'hôtel de Lauzun, et le propriétaire qui lui avait loué un appartement, c'était le baron Pichon, qui par la suite louera, bien sûr, à Baudelaire et accueillera le club des Hachichins, dont on vous parlera dans une prochaine conférence. Et donc, placer cette conférence un peu sous le patronage ou avec le fantôme que j'espère bienveillant de Roger de Beauvoir n'est pas inutile. Alors, dans la préface au mystère de l'île Saint-Louis, il décrit son arrivée à l'hôtel Lambert. C'est assez drôle. Alors, il demande au chauffeur, au cocher qui l'emmène à l'hôtel Lambert, de le déposer au 17 quai de Bourbon. Et alors, le cocher lui dit « Vous voulez sans doute dire l'hôtel Lambert, mon bourgeois ?» Et je cite Roger de Beauvoir, en introduction au mystère de Paris, il dit « Je n'étais pas en train d'entamer une discussion scientifique. Arrivé au numéro 17 du quai d'Anjou, je fis signe à mon automédon d'arrêter. »« Ah, vous voulez dire l'hôtel des Teinturiers, poursuivit-il. Je passe souvent par là et je vois couler devant cette maison des ruisseaux de toutes couleurs. Les abords du vaste hôtel, portant sur sa plaque de marbre ce nom hôtel Pimodan, étaient loin en effet d'être fort beaux. Une fumée épaisse, nauséabonde, s'échappait des caves aux larges portes ouvertes sur le quai d'Anjou, comme autant de vomitoires. Bravant ces exhalaisons délétères, je pénétrais dans l'hôtel, non sans peine toutefois, car le portier avait la consigne de n'accueillir personne. Et puis un peu plus loin, il dit « L'hôtel était désert et nul oiseau ne chantait sous ses grillages. Le concierge faisait sonner en montant son trousseau de clés. Ce fut le seul bruit qui éveilla ces marches de pierre. J'arrivai à une porte en velours d'Utrecht, jadis vert, mais qui me sembla alors d'un ton indéfinissable. Mon guide mit la clé dans la serrure et je me trouvai bientôt dans une vaste pièce qui mérite l'attention. » Et puis se poursuit une description plus détaillée de l'hôtel de Lauzun, de l'hôtel Pimodan. Alors, les mystères de l'île Saint-Louis, ça vous rappelle sans doute par le titre un autre titre d'une des œuvres les plus célèbres du XIXe siècle, c'est Les mystères de Paris d'Eugène Sue. Et en effet, les mystères de Paris d'Eugène Sue avaient été écrits une quinzaine d'années plus tôt, entre 1842 et 1843, et à l'évidence, Roger de Beauvoir s'amuse en écrivant Les mystères de l'île Saint-Louis à non pas parodier, mais à reprendre la formule
des aventures vraiment échevelées, des retournements de situation machiavéliques, des personnages plus retors, plus monstrueux, plus machiavéliques les uns que les autres. Il y a des conspirateurs, des empoisonneurs, des espions, des pures héroïnes qui sont vouées aux épreuves les plus atroces. Mais à la différence des Mystères de Paris de Gensu, qui se passent grosso modo à l'époque contemporaine, Roger de Beauvoir se souvient aussi d'Alexandre Dumas et donc situe ces Mystères de Paris à une époque historique, c'est-à-dire en gros à partir de 1638, début de l'Action. Et donc c'est à la fois un roman, on pourrait dire à la fois gothique, à la fois inspiré par Alexandre Dumas et inspiré aussi par tout ce genre des romans feuilletons que Gensu avait su illustrer. Alors, la première partie du livre, précisément, se situe en 1638. Et c'est assez intéressant, parce que je n'ai pas vu d'autres exemples dans la littérature d'un écrivain qui nous décrit l'île Saint-Louis en train de se construire. Alors, donc, la première partie du livre, alors il nous montre, Roger de Beauvoir, une île déserte. Il y a encore construit un pont, le pont Marie. Alors, la première scène se situe à la pointe orientale de l'île Saint-Louis. Et là, il y a un vieillard qui est un vieux batelier dans une cahute, en bois absolument pourri, et qui fait passer les visiteurs sur la rive droite, c'est-à-dire l'île Louviers et le quartier de l'Arsenal. Et un peu plus loin, alors que un des personnages principaux du livre, qui est une sorte de curieux spadassin un peu italien, déjeté, qui porte une vieille rapière pourrie, et qui est très étrange, se présente auprès du batelier. Il est entraîné par des amis à un cabaret qui n'est pas dans l'île Saint-Louis. Je n'ai pas réussi à trouver d'ailleurs où il était, ce cabaret très célèbre qui était le cabaret de la Pomme de Pin. Et là, le maître des lieux, le cabaret de la Pomme de Pin a parfaitement existé. Il a eu plusieurs adresses successives d'ailleurs. Et on y rencontre le maître des lieux. Et qui est le maître des lieux de ce cabaret de la Pomme de Pin? C'est un homme qui s'appelle Philippe Gruyn. Et c'est intéressant parce que le fils de ce Philippe Gruyn, insatisfait de la profession qu'il juge quand même un peu pas digne ou pas, évidemment, un peu plébéienne de son père, va faire fortune. Et qu'est-ce qu'il va construire? L'hôtel de Lauzun. Voilà, l'hôtel de Lauzun et l'hôtel de Lauzun construit par le fils du cabaretier de la Pomme de Pin. Et naturellement, tout va changer. Alors donc, l'action du livre se situera entre ces deux époques. La construction de l'hôtel de Lauzun finit, où Philippe Gruyn reçoit et où il sera bientôt mis en prison, comme Lauzun d'ailleurs. Et le début, la construction de l'île Saint-Louis. Alors, il y a d'autres scènes dans le livre qui sont assez intéressantes parce qu'elles décrivent aussi incidemment l'île Saint-Louis en train de se construire. Et à un moment donné, il y a une scène où ce malheureux spadassin qui a comme ennemi mortel, mais on va le découvrir peu à peu, les sbires de Richelieu, là, sur ce plan-là, les trois mousquetaires ne sont pas si loin. À un moment donné, il est chargé par un mystérieux émissaire de jeter dans l'eau de la Seine ce qu'il croit être le cadavre d'un affreux tortionnaire. Alors, il accepte de faire ça et on lui donne un corps inerte dans un linceul blanc. On est dans le délire romanesque le plus absolu. Et il va sur le pont Marie, mais sur le pont Marie, on construit à l'époque des maisons, car ceux qui se connaissent bien l'île Saint-Louis savent que le pont Marie était un pont entouré sur chaque côté de maisons qui, après un incendie, n'ont pas été reconstruites. Mais là, il se fraye un passage entre deux maisons et il jette ce cadavre dans un suaire dans l'eau. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ce n'est pas un méchant qui est mort, c'est une jeune femme évanouie, qui a été empoisonnée, plutôt endormie, et qu'on jette, et c'est la femme qu'il aimait de toute sa vie et qu'il jette dans l'eau. Horreur des horreurs. Bien entendu, la femme va être repêchée, elle ne mourra pas, il y aura plein d'actions. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement les détails, et ce livre est d'ailleurs disponible. Si vous tapez sur Amazon les Mystères de Paris, vous pouvez le trouver très facilement. Non, ce qui est amusant, c'est incidemment de voir cette île Saint-Louis avec le pont Marie qui se construit, les maisons qui s'érigent sur les flancs des parapets. Voilà ce qui est intéressant dans ce livre, à mon avis, de Roger de Beauvoir. Et alors, incidemment, d'ailleurs, ce qui m'amuse, c'est que le héros fait connaissance, d'abord dans ce qui va devenir, ce qui devient l'île Saint-Louis, puis après au cabaret, d'un certain nombre de joyeux ripailleurs qui font bonne chère, qui boivent, qui s'amusent, qui font des vers. Et il y a un personnage qu'on voit là qui s'appelle Saint-Amand. Or, Saint-Amand est un poète extrêmement connu,
qui est un des poètes intéressants du XVIIe siècle français. Et quelle particularité a-t-il, Saint-Amand? C'est qu'il est non seulement un homme qui aime chanter le bon vin et l'amour, et qui fut un familier de l'île Saint-Louis, mais qui compte parmi les fondateurs de l'Académie française en 1635. Et ça me fait penser, naturellement, peut-être certains d'entre vous y ont été sensibles à cette plaque, au 33 quai d'Anjou, là où se tenait ce restaurant populaire dans la première moitié du XXe siècle, qui était le rendez-vous des mariniers et qui m'a inspiré en effet un livre. Habitait là un homme qui s'appelait Marin-le-Roi, sieur de Gomberville, et qui était un ami de Saint-Amand, et qui lui aussi était l'un des fondateurs de l'Académie française. Donc Saint-Amand d'un côté, Gomberville de l'autre. Gomberville qui était le fils d'un buffetier d'ailleurs, qui tenait son père tenait une gargote près du palais de justice dans l'île de la Cité, et Saint-Amand était lié si je puis dire, au commerce de la limonaderie ou du vin. Et d'ailleurs, c'est toujours une parenthèse, sur la plaque est écrit 1640, date à laquelle, semble-t-il, la maison se construit, et où, grâce à l'argent de son beau-père, qui s'était enrichi lui aussi dans le commerce des vins, Marin-le-Roi, sieur de Gomberville, a habité. Alors ça me déçoit un peu, je vais vous dire pourquoi, parce que il ne reste pas beaucoup d'archives des réunions de l'Académie française à ses origines. Elles ont été partiellement détruites à la Révolution. Mais il y a un procès-verbal de 1635, donc l'année de la création de l'Académie française, où l'on apprend que l'Académie française s'est réunie chez Marin-le-Roi, sieur de Gomberville. Il ne donne pas l'adresse, mais il dit non loin de l'église Saint-Gervais. Alors, ça m'aurait plu qu'une des premières réunions de l'Académie française ait eu lieu, évidemment, quai d'Anjou, mais si j'en crois la plaque et le sérieux de la plaque, et pourquoi j'en pas de raison d'en douter, c'était pas encore tout à fait le cas, mais il devait habiter non loin de là. Alors, parmi les écrivains qui ont peut-être fréquenté l'île Saint-Louis, mais qui n'a jamais écrit sur l'île Saint-Louis, il y a Racine. Racine habitait tout près. Il habitait rue Chanoinesse, donc dans l'île de la Cité. Il a habité à un moment là. Et je pense que vers la fin de la vie de Marin-le-Roi, qui était un auteur un peu léger, qui avait écrit un livre qui avait eu beaucoup de succès, un peu dans l'esprit de l'Astrée d'Honoré d'Urfé, donc ces histoires galantes, raffinées du début du XVIIe siècle, il avait terminé en basculant vers une austérité plutôt janséniste. Et je pense que Racine, qui était de l'Académie française aussi, bien entendu, et Marin-le-Roi, sieur de Gomberville, avait dû avoir des contacts. Donc je peux espérer que Racine est venu dans l'île Saint-Louis, quai d'Anjou, chez Marin-le-Roi. C'est une vraisemblance entre deux confrères de l'Académie qui s'étaient rapprochés, disons, dans l'idéologie, si je puis dire, religieuse ou spirituelle. Alors voilà pour le 17e. Vous avez compris que je fais des survols assez rapides. Alors pour le 18e, dans un premier temps, j'étais horriblement embarrassé. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur le 18e siècle ? Rappelons simplement une chose qui n'est pas littéraire, là. C'est que l'île Saint-Louis, qui était à sa création peut-être le quartier le plus moderne, le plus chic, le plus, on dirait aujourd'hui, le plus branché de l'époque, puisque la cour était au Louvre, le Marais était encore le lieu où se réunissait, où habitait l'aristocratie. À la fin du XVIIe siècle, pour des raisons politiques que nous connaissons, Louis XIV déplace, si je puis dire, le centre de gravité du pouvoir, non plus à Paris, mais à l'ouest de Paris, à Versailles. Et donc, le Louvre n'est plus ou très rarement habité. C'est Versailles qui est le centre du pouvoir, et toute la noblesse, je dirais, accompagne le roi à Versailles, sauf peut-être la noblesse d'Europe, qui s'est souvent installée dans l'île Saint-Louis et qui continue à y habiter. Mais en gros, on peut dire que le XVIIIe siècle, qui est le siècle des Lumières, est le siècle où s'assombrit l'île Saint-Louis, où elle cesse d'être le quartier de Neuilly, on dirait aujourd'hui de Paris, si vous voulez, pour être un quartier qui commence à somnoler. Et puis, très déçu par cette absence de l'île Saint-Louis dans la littérature française, en tout cas de l'essentiel du XVIIIe siècle, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, ça va changer. J'ai pensé à une chose. J'avais lu autrefois, avec un plaisir sans mélange, la correspondance de Diderot. Et Diderot raconte dans plusieurs lettres à Sophie Voland, qui était sa grande amie de cœur,
Je ne pense pas qu'il y ait eu une liaison avec Sophie Volant, mais je pense que c'est la sœur de Sophie Volant qui avait eu des bontés pour lui, comme on disait à l'époque. Ça, c'était un autre problème. Mais Sophie Volant était la correspondante privilégiée de Diderot, et sa correspondance avec Sophie Volant est absolument un chef-d'œuvre absolu. Et dans plusieurs lettres à Sophie Volant, il écrit « Lorsque je dîne dans l'île, où je ne vais pas aussi souvent que j'y suis souhaité, nous nous amusons à jouer aux dames », écrit-il à Sophie Volant en 1762. Il joue aux dames chez un de ses amis, qui habite l'île Saint-Louis, qui habite au coin de la rue du Quai de Bourbon et de la rue de la Femme sans tête. Aujourd'hui, c'est la rue de Bretonvilliers. Donc, il va chez lui souvent. Et il écrit encore « J'ai des accès de vapeur que je vais dissiper dans l'île Saint-Louis ». Mais il fait plus. À un moment donné, il écrit à Sophie Volant « Je vais aujourd'hui dans l'île avec la ferme confiance d'y trouver 2 ou 3 de vos lettres, dit-il à Sophie. Je serai tout à fait maussade si j'en en ai qu'une. Que serais-je si je n'en ai point du tout ?» Mais alors, pourquoi Sophie Volant écrit-elle à Diderot chez son ami Damy-Laville? C'est là où ça m'a commencé à m'intriguer. Et en fait, voilà où ça devient intéressant, à mon avis, c'est que Damy-Laville, qui a collaboré à quelques articles de l'Encyclopédie, qui est quand même l'œuvre majeure, l'œuvre qui éclaire tout le XVIIIe siècle, Damy-Laville avait un poste très important. Il était premier commis au bureau de l'impôt du 20e. Le 20e, ça veut dire quoi? Simplement qu'à l'époque, il y avait un impôt où toutes les classes de la société, clergé, nobles, bourgeoisie, paysans, payaient comme impôt le 20e de leur revenu, comme impôt sur le revenu. Voilà. On rêve aujourd'hui évidemment d'un tel impôt, mais ça, c'est un autre problème. Et Damy-Laville, qui était donc très important dans les finances de l'État, du royaume, avait le cachet de contrôleur général des finances pour affranchir la correspondance. Ça veut dire qu'il pouvait avoir un cachet sur sa correspondance ou celle qu'il envoyait, qui non seulement le dispensait de payer les frais de postaux, mais en même temps qui échappait à toute censure. Donc quand on écrivait à Damy-Laville, chez Diderot, à Damy-Laville, ou quand, et c'est plus encore fort, quand les encyclopédistes écrivaient des articles qui s'échangeaient, qui pouvaient être séditieux, car quand même c'était un brûlot, l'encyclopédie, elle a été à une époque interdite, on passait par Damy-Laville. Et c'est Damy-Laville qui était la plaque tournante, si je peux dire, occulte de toutes les correspondances, ou d'une grande partie des correspondances échangées pour construire l'encyclopédie. Donc, en quelque sorte, cette île Saint-Louis ne se passe rien qui somnole, étant en même temps, comment dirais-je, le centre secret de la plus grande œuvre, enfin, l'un des centres, il ne faut pas non plus exagérer, mais l'un des centres les plus incroyables où s'échangent tous les correspondances, les projets d'articles des encyclopédistes au XVIIIe siècle. Et ça me plaît bien. Alors, j'ai parlé de Voltaire. Il y avait un petit problème avec Voltaire, c'est qu'on sait que Madame du Châtelet, en 1739, avait acheté l'hôtel Lambert. Alors, à l'époque, elle était proche, évidemment très proche de Voltaire, et la question qui se posait, c'est est-ce que Voltaire a habité l'hôtel Lambert? Il semblerait que Madame du Châtelet l'ait acheté l'hôtel Lambert pour le revendre très vite, peut-être 1 an ou 1 an et demi plus tard. On n'est même pas sûr qu'elle l'ait habité, on n'est même pas sûr qu'elle ait payé l'hôtel Lambert. Peut-être qu'elle l'a revendu pour des raisons. Donc, pour Voltaire, malheureusement, on ne peut rien dire. Voilà pour le cœur du XVIIIe siècle, qui est l'encyclopédie. Et ça, j'avoue que ça me plaît bien quand même, que l'île Saint-Louis soit non seulement le lieu de la solitude et le silence, mais d'une certaine manière le lieu de la conspiration qui contribue à l'éclosion de la plus grande œuvre du XVIIIe siècle français, avec l'histoire naturelle de Buffon sans doute, c'est l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot. Alors il y a un autre écrivain, mais là on arrive à la toute fin du XVIIIe siècle, qui a évoqué l'île Saint-Louis. Et cet écrivain, vous êtes sans doute familier, c'est Nicolas Réty de la Bretonne. On sait qu'il n'habitait pas l'île Saint-Louis, mais qu'il venait très souvent se promener dans l'île Saint-Louis. On prétend qu'il gravait sur les pierres des quais des inscriptions ou les noms des femmes qu'il aimait, que sais-je. Je n'ai jamais retrouvé, mais je crois que personne ne m'a jamais pu me montrer la moindre inscription qui serait restée de Réty de la Bretonne, mais peu importe. Réty de la Bretonne a évoqué l'île Saint-Louis. Il y a une des œuvres maîtresses de Réty de la Bretonne, qui est un curieux personnage, qui est un graphomane impénitent. Il écrivait. Il était d'une conduite discutable. Il était un peu, pour gagner de l'argent, il était un peu un mouchard de la police. On disait une mouche à l'époque, ou on disait pas encore, je crois, un indique. Et
l'une des grandes œuvres de Réti de la Bretonne, c'est Les Nuits de Paris, qui commence à paraître justement à la veille de la Révolution en 1788. Alors, de quoi s'agit-il dans Les Nuits de Paris? D'une œuvre monumentale qui fait plus d'un millier de pages, il y en a eu plusieurs volumes, et où Réti de la Bretonne raconte ses pérégrinations dans le Paris. On ne disait pas à l'époque le Paris underground, mais c'est un peu ça de ce qu'il s'agit, c'est-à-dire le Paris de la nuit, le Paris des prostituées, des femmes douteuses, des commerces en tout genre, des trafics. Et évidemment, Réti de la Bretonne, qui transmettait à la police ce qu'il jugeait et ce qu'il voyait de ce qu'il y avait peut-être de plus compromettant, c'était peut-être pour la police quelque chose de précieux, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est important et ce qui nous concerne, nous tous, c'est que cette œuvre est formidable et elle nous plonge dans la vie de Paris et du Paris vivant, populaire, parfois crapuleux et nocturne, comme très peu d'écrivains l'ont fait. Et c'est vraiment à ce titre-là une œuvre absolument majeure. Mais alors l'île Saint-Louis, non, l'île Saint-Louis n'apparaît pas parce que cette île Saint-Louis n'est pas crapuleuse, n'est pas douteuse, n'est pas underground, elle est à part, elle est silencieuse, elle est provinciale, elle est marginale. Et il ne se passe rien dans l'île Saint-Louis qui nécessiterait des rapports de police de Nicolas Réti de la Bretonne aux ministres et aux responsables de l'ordre public sous le royaume. Et pourtant, l'île Saint-Louis, dont je vous ai dit qu'il l'aimait et où il aimait s'y promener, apparaît à 2-3 reprises. Et c'est assez intéressant. Comment est né ce livre, les nuits de Paris? Alors, il l'explique au début du livre. Il se promène dans l'île une nuit, et je vais vous le lire, parce que c'est vraiment intéressant, sur ce Paris qui est... il dit du livre, et c'est là que l'idée lui vient, il dit « Je m'avance, je m'oublie, et je me trouve à la pointe orientale de l'île Saint-Louis. C'est un baume solitaire qu'un lieu chéri. Il me sembla que je renaissais, mes idées s'éclaircirent, je m'assis sur la pierre, et à la tremblante lueur de la lune, j'écrivis rapidement. » Autrement dit, l'île Saint-Louis, terre des écrivains, c'est là où il ne trouvera pas matière à nourrir ses nuits de Paris, mais c'est là, dans le silence, dans le recueillement, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la solitude et le silence. C'est là où, nous dit-il, il a l'idée de son livre et il commence à l'écrire. Et c'est très intéressant. C'est l'île Saint-Louis, justement parce qu'elle est à l'écart, qui est un lieu d'inspiration. Et d'un seul coup, les nuits de Paris démarrent parce qu'il était à la pointe de l'île Saint-Louis et que là, dans ce baume reposant, comme il dit, l'idée des nuits de Paris surgit. Et alors, 2 pages plus loin, il ajoute, au risque de se répéter, « C'est ainsi qu'une belle nuit d'été, assis à la pointe orientale de l'île Saint-Louis, je réfléchissais en attendant l'aurore. Dès qu'elle brilla, je rentrais dans ma retraite et m'assoupis quelques heures comme l'homme de nuit qu'il était. » Alors, c'est intéressant parce que entre parenthèses, d'ailleurs, ce Paris de Réti de la Bretonne, c'est un Paris qui ne va guère changer, je ne parle pas dans les mœurs, mais dans sa description jusqu'à Balzac, autrement dit jusqu'à Haussmann. C'est ce Paris-là, le Paris que décrit matériellement par ses rues, par ses découpes, par ses croisements, c'est le Paris de Balzac, et c'est le Paris qui va disparaître, disons, dans la fin du Second Empire, avec les grandes réformes d'urbanisme du baron Haussmann. Alors, il y a un autre passage, j'ai trouvé, où Réti de la Bretonne parle de l'île Saint-Louis. Ça aussi, c'est intéressant. À un moment donné, il raconte dans ses pérégrinations que l'aube se lève à peine, et il rentre dans sa chère île Saint-Louis après avoir observé, décrit, senti, humé, écouté, épié tout ce qui se passe dans Paris. Et il voit 2 très très jeunes gens, un garçon et une fille, quel âge il ne précise pas, on peut imaginer qu'ils ont 16 ans, 17 ans, et qui s'embrassent et qui s'aiment et qui sont heureux, qui se sont probablement échappés du domicile familial. Et il voit le garçon qui grave sur un arbre une inscription. Alors il dit, qu'est-ce qu'il sait? Il s'approche doucement, il regarde l'inscription et c'est écrit « 1er mai matin, Adeline adorée ». Voilà. Alors c'est le garçon qui a écrit ça pour se souvenir de cette femme qu'il aimait. Et Réti de la Bretonne regarde ça, puis il y a un petit soupir de doute, car lui... qui a connu pas mal de liaisons amoureuses, est un peu sceptique sur les grands serments éternels et esquisse un air un peu de doute et d'attendrissement. Et le garçon le voit, revient sur ses pas et s'indigne que Réti de la Bretonne ait l'air de mettre en doute l'éternité, la constance de leur amour et la constance de lui, l'amant. Et il se récrie, le jeune homme. Et alors Réti ajoute «
Je le regardais, quel air aimable de sincérité, de candeur, et son amante, comme elle était belle. Je les ai rencontrés souvent depuis sur l'île. Et Réti de la Bretonne conclut « Oh, ma chère île, dans peu tu seras mon unique consolation. » Donc, l'île Saint-Louis, l'île de la solitude et du silence, l'île des érudits, l'île des écrivains qui se tapissent pour écrire au calme, loin de l'agitation de la ville, est aussi l'île des amoureux. Et ça, c'est une deuxième constance qu'on va retrouver dans l'île Saint-Louis, que tous les amoureux de l'île savent, c'est qu'il y a dans cette île enchantée un territoire pour les écrivains et pour les amoureux. Et c'est ce que Réti a très très bien compris. Alors, je vais en venir un peu maintenant au XIXe siècle. Alors, à l'époque romantique. Alors, je ne vous parlerai pas de Baudelaire, de Théophile Gautier, du club des Hachichins à l'hôtel de Lausanne, puisqu'une conférence leur sera réservée un peu plus tard, et donc je ne veux pas naturellement effleurer un sujet qui sera traité de manière exhaustive un peu plus tard. Tout à l'heure, je vous avais évoqué, en parlant de Roger de Beauvoir, Eugène Sue. Eugène Sue, qui est l'exact contemporain de Dumas, de Hugo, et qui est vraiment le maître du roman feuilleton, avec des ouvrages qui ont profondément marqué son époque, et qu'on peut lire encore aujourd'hui avec grand plaisir. Je me souviens qu'il y a quelques décennies, quelqu'un que j'avais bien aimé et connu, qui s'appelle Jean-Louis Bory, qui était un grand critique de cinéma, avait contribué à réimprimer Les Mystères de Paris avec une préface tonitruante, et beaucoup de lecteurs avaient redécouvert à l'époque Les Mystères de Paris, et c'est vraiment une délectation que de lire Les Mystères de Paris. Penser que leur succès a été si considérable, d'abord en feuilleton, comme son nom l'indique, puis après rassemblé en volume, que Théophile Gautier écrivait en riant « Des malades ont attendu pour mourir la fin des Mystères de Paris », disait Théophile Gautier. Vous voyez. Alors, juste avant d'avoir écrit Les Mystères de Paris, et Le Juif errant, qui est aussi le deuxième très grand succès feuilletonesque d'Eugène Sue, Les Mystères de Paris sont en 1842, donc juste avant, il écrit un autre livre tout à fait étonnant, tout à fait surprenant, que j'avais un jour acheté sur les quais dans une très vieille édition et que j'ai retrouvé en l'occurrence justement pour cette conférence, et qui s'appelle Paula Monti ou l'Hôtel Lambert. Alors là, boum, j'étais content, on y était. Et alors, c'est très amusant parce que là, il n'y a pas question d'un regard lucide, précis, historique, sociologique sur l'île Saint-Louis, l'hôtel Lambert. On est dans le délire total, mais total. L'île Saint-Louis est à l'époque du début du 19e toujours aussi oubliée, toujours aussi à l'écart, toujours aussi mystérieuse en quelque sorte parce que infréquentée, que Eugène Sue, marqué lui aussi, lui le premier par les romans gothiques, par l'étrange, par le fantastique, transforme l'île Saint-Louis et transforme plus particulièrement l'hôtel Lambert en une demeure hallucinante. Nous, on voit un hôtel qui n'est pas si grand que cela, qui est une perfection du style classique, peut-être l'un des chefs-d'œuvre de Louis Levaux, et l'un des plus beaux hôtels particuliers de l'île Saint-Louis, avec son jardin suspendu au premier étage. Et pas du tout. Chez Eugène Sue, c'est un hôtel immense, mystérieux, étrange, médiéval. On se dit, mais est-ce qu'il se fiche de nous? Est-ce qu'il n'a jamais mis les pieds dans l'île Saint-Louis? Ou bien il se donne toutes les libertés? Parce que transformer honnêtement en une demeure ogivale, médiévale, gothique, l'île Saint-Louis, comme on dit, il fallait l'oser. Alors, j'ai trouvé quelques extraits, parce que vous pouvez dire que j'exagère. Donc, pour vous prouver que je n'exagère pas, je vais vous citer quelques extraits assez savoureux de ce fameux livre d'Eugène Sue qui s'appelle Paula Monti. L'ancien et immense hôtel Lambert, il n'est pas immense, c'est pas grave, occupé par le prince et par la princesse de Hansfeld, était cité rue Saint-Louis en Lille. Les murs du jardin terminaient le quai d'Anjou. Ce quai est séparé de l'Arsenal par les bras de la Seine qui entourent l'île Louviers. Très bien. On ne peut de nos jours contempler sans ressentiment mélancolique ces vieux hôtels d'autrefois, si peuplés de pages, de gardes, d'écuyers, de gentilshommes, comme si l'île Saint-Louis existait à l'époque médiévale ou même de la Renaissance, c'est idiot, de gentilshommes, innombrables satellites de ces glorieuses planètes, de ces illustres maisons qui jetaient tant d'éclat sur la France. Heureusement, l'édifice dont nous parlions conservait un peu de sa poésie grâce à la solitude du quartier désert où il s'élevait. Lorsque les ombres transparentes de la nuit la voilaient à demi, cette antique demeure reprenait la sévère majesté de son caractère monumental. Un peu plus loin, la masse irrégulière du vieux palais, avec ses toits aigus,
ces cheminées, ces gargouilles bizarres, où il a vu des gargouilles dans l'hôtel Lambert, on rêve, son fronton massif se découpait en noir sur la limpidité bleuâtre et nocturne de l'atmosphère. Une allée de pins séculaires dressait leur pyramide d'un vert sombre au-dessus des murs du jardin qui prolongeait le quai. Là aussi, on se demande comment il a vu une allée de pins séculaires. Mais ça, c'est la vision totalement délirante, romantique, feuilletonesque d'Eugène Sue. Et c'est intéressant de voir, quand je parlais des métamorphoses de l'île Saint-Louis, comment l'écrivain le plus populaire, le plus célèbre et par un côté le plus romantique de son temps, Eugène Sue, transforme l'île Saint-Louis pour l'adapter à sa vision. C'est pas lui qui se sert de l'île Saint-Louis parce qu'elle est romantique, c'est lui qui déforme complètement l'île Saint-Louis avec comment dirais-je, ce style troubadour, ce trottoir au Moyen-Âge qui était une des caractéristiques de l'époque romantique, qui était le propre des romantiques et qu'il transforme pour l'occasion. Alors, je ne veux pas insister parce que l'histoire est complètement échevelesque, vous vous en doutez bien, et ce n'est pas le sujet pour moi de vous raconter l'histoire du livre. Mais si je reprends la description de l'intérieur maintenant de l'hôtel Lambert, là, on franchit un degré. Une pièce immense occupait une aile de l'hôtel Lambert, formait à elle seule l'appartement d'Arnold de Gluchten, prince de Hansfeld, personnage mystérieux dont l'existence prêtait à de si étranges commentaires. Qu'on se figure une salle longue de 100 pieds environ, un plafond rayé de solives saillantes, autrefois peintes et dorées, ainsi que les caissons qui les séparaient. Par un caprice du prince, toutes les fenêtres avaient été bouchées, sauf une haute, longue et étroite ogive, vous entendez bien, ogive, garnie de vitraux de couleur et placée à l'extrémité de la galerie. Et dans cette galerie qui pourrait être, on devine vaguement la galerie d'Hercule, mais qui n'a rien à voir avec la galerie d'Hercule, il dit que le prince joue de l'orgue. Non, l'orgue, ça fait très médiéval, ça fait les cathédrales, tout ce qu'on veut. Il parle de... On voyait un grand buffet d'orgue, 3 figures d'anges de 3 pieds de haut, sculptées en ivoire, etc., etc. 4 sphèles, cariatides d'argent, émaillées de couronnes, de pierreries, supportaient une frise en pierre dure, représentant une guirlande de feuilles, de fleurs et de fruits, cerises de cornaline, prunes d'améthyste, abricots de topaze, bluets de lapis, feuilles de malachite, jacinthe d'aigle marine, luttaient d'éclat et de vérité relative. Cet orgue de 10 pieds de haut, de 5 pieds de large, remplissait le soubassement de la longue fenêtre à vitraux coloriés, percée à l'une des extrémités de la galerie. Bon, je n'insiste pas, mais vous voyez à quel point c'est amusant comme le premier romantisme d'Eugène Sue métamorphose l'hôtel Lambert et, je dirais plus particulièrement, l'île Saint-Louis. Je suis un peu déçu avec Balzac, parce que Balzac ne parle pas beaucoup de l'île Saint-Louis. Balzac, là, on revient dans le roman, je dirais sérieux, si j'ose dire, en tout cas, moins pas délirant et pas gothique et pas feuilletonesque. Il n'y a guère qu'une apparition dans Balzac qui m'avait frappé, c'est au début de César Birotteau, l'histoire tragique de ce commerçant qui va faire faillite parce que les banques concourent à sa perte. Et au tout début du livre, le jeune César Birotteau traverse le Pont-Marie. Et vous vous souvenez sans doute, pour certains d'entre vous, les plus anciens insulaires de l'île Saint-Louis, qu'au coin du quai d'Anjou et du quai et de la rue des Deux Ponts, il y a eu longtemps un terrain vague. Et ce terrain vague avait été autrefois, jusqu'à sa démolition dans les années 1920, je crois, quand on a élargi un côté de la rue des Deux Ponts, une boutique qui s'appelait Au Petit Matelot. Pendant très longtemps était restée une enseigne Au Petit Matelot. Moi, je me souviens enfant avoir vu cette enseigne Au Petit Matelot, qui était une boutique où l'on vendait un peu de tout, des vêtements, etc. Et elle existait bien entendu, cette boutique, encore du temps de Balzac. Et on voit César Birotteau qui traverse le pont Sully, le pont Marie, pardon, et qui voit une jeune femme qui se découpe dans l'encadrement de la porte d'entrée de la boutique. Et c'est une des premières vendeuses du Petit Matelot. Il est tellement séduit par cette jeune fille qu'il rentre dans la boutique et il lui achète des chemises beaucoup plus qu'il n'en a besoin, ne serait-ce que pour s'attarder auprès de la jeune fille qui, et ça va très vite, la page d'après, la deuxième page du roman, devient sa femme. Donc il y a cette apparition de la première vendeuse du Petit Matelot chez Balzac, mais on n'a pas tellement d'autres exemples. Bien sûr, le romantisme a tout à voir avec l'hôtel Lambert, mais le romantisme des poètes, parce que d'abord l'hôtel Lambert, à partir du 1840, ou je ne sais plus en quelle année, 39, 40 ou 41, je ne me souviens plus, va être acheté par une des plus grandes familles polonaises qui était en exil depuis quelques années, puisqu'elle avait pris part à la révolte polonaise contre les Russes pour récupérer leur indépendance à la fin de l'année 1830, révolte qui avait été
de manière sanglante réprimés, et le prince Czartoryski, cette immense famille polonaise qui possédait par elle seule peut-être la moitié de l'Ukraine, avait dû s'exiler avec sa famille et après avoir séjourné en Angleterre, achètent l'hôtel Lambert. Ils ont perdu pratiquement l'essentiel de leur fortune, mais malgré tout, ils ont encore des moyens suffisants pour habiter l'hôtel Lambert. Et l'hôtel Lambert va devenir un peu le foyer de la diaspora polonaise qui se retrouve là. Et parmi les grands écrivains, le plus grand poète romantique polonais, c'est Mickiewicz, va venir très très souvent dans l'hôtel Lambert, tout comme du reste Frédéric Chopin, qui va donner des leçons hebdomadaires à l'une de ses meilleures élèves, qui était la nièce d'Exartoryski, qui s'appelait Marcelina Czartoryska. Donc le romantisme est quand même présent grâce au Czartoryski dans l'hôtel Lambert. On se souvient, et vous vous souvenez sans doute aussi, si vous êtes promené quai d'Orléans, au coin du quai d'Orléans et de la rue Budet, je crois, il y a une plaque à la mémoire d'un poète totalement oublié aujourd'hui, qui s'appelait Félix Arvert. Et ce Félix Arvert, qui avait joué un rôle un petit peu important à cette époque-là, est connu pour un poème. Le sonnet d'Arvert, tout le monde le connaît, ou plutôt non, tout le monde connaît le premier vers du sonnet. C'est « Mon âme a son secret, ma vie a son mystère », puis je peux ajouter « Un amour éternel en un moment conçu, le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, et celle qui l'a fait on n'a jamais rien su ». Donc ce Arvert écrit ce poème dans l'île Saint-Louis, mais on ne sait pas, on n'a jamais su au juste de qui il s'inspirait pour cette femme à qui il dédie ce sonnet et qui reste mystérieuse. Et certains ont pensé, je ne suis pas sûr qu'ils aient raison, mais peu importe, à Marie Nodier. Et pourquoi je vous parle de Marie Nodier? Parce que Marie Nodier, qui était la fille de Charles Nodier, le très célèbre, le fabuliste, était conservateur du musée de l'Arsenal, et le cénacle romantique se réunissait à l'Arsenal, c'est-à-dire pratiquement de l'autre côté de la Seine. On pourrait presque dire, en l'occurrence, qu'on pourrait annexer pour une fois l'Arsenal à l'île Saint-Louis, parce que le cénacle romantique se réunissait à l'Arsenal, et que Félix Arvert traversait la Seine pour se rendre à l'Arsenal, et peut-être Marie Nodier lui avait inspiré ce poème. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Haussmann et de la révolution de Haussmann. Alors, il y a un écrivain dans la toute fin du XIXe siècle qui va parler de l'île Saint-Louis, mais d'une autre île Saint-Louis, parce que c'est aussi d'un autre Paris, et avec un regard totalement différent. Adieu le romantisme, adieu le symbolisme, arrive le moment du naturalisme, et c'est évidemment, vous avez compris, que je voulais vous parler d'Émile Zola. Alors, Émile Zola n'a pas habité l'île Saint-Louis, mais l'un de ses romans importants, qui s'appelle L'œuvre, qu'il a commencé à écrire en 1885, s'inspire et jette un regard, cette fois-ci très intéressant, parce que très documentaire sur l'île Saint-Louis. Son héros, c'est Claude Lantier, et il est peintre. Pour ceux qui connaissent bien Zola, Claude Lantier est le fils du Lantier, qui est l'un des personnages principaux de Germinal dans cette série, on dirait aujourd'hui cette saga romanesque des Rougon-Macquart. Et Claude Lantier est peintre, c'est un peintre sans argent, et donc c'est un peintre qui s'est installé dans l'île Saint-Louis, parce que pour habiter l'île Saint-Louis, il ne fallait pas être très riche pour habiter l'île Saint-Louis, justement. C'était une île un peu à l'écart de toutes les modes, de tout ce qu'on voulait rechercher quand on voulait habiter un Paris chic. Et ce Lantier qui est peintre, alors Zola s'est-il inspiré de Manet? Pour une part, oui, parce qu'on sait les liens très étroits que Manet et Zola ont eu, surtout au début de la carrière de Manet, quand Zola pensait que Manet pouvait être un peintre à la manière naturaliste, et il l'a beaucoup défendu, puis après il a été un peu déçu parce que le génie de Manet n'était pas dans ce que croyait Zola. Et après, il y a eu une amitié très forte aussi avec Cézanne. Puis d'abord, Manet était relativement riche. C'était un bourgeois qui avait de l'argent, et heureusement, parce qu'il n'a jamais pratiquement vendu un tableau de sa vie. Donc il valait mieux avoir quelques moyens. Et puis, il s'est inspiré pour le personnage de Lantier aussi de Cézanne. Donc, Lantier faisait partie de cette grande tradition, si je puis dire fictive, là, en l'occurrence, des peintres comme Philippe de Champagne, Lebrun, Le Sueur, Daumier, Daubigny, Meissonnier au XIXe, on pourrait dire Chagall au XXe, etc. Et Lantier qui est pauvre, qui est méconnu de tous, sinon de quelques amis, il habite quai de Bourbon, parce que c'est là où il a trouvé à se loger. C'est faute de moyens, on habite quai de Bourbon. Aujourd'hui, c'est quand on a de grands moyens qu'on habite quai de Bourbon, les choses ont changé. Et Zola nous décrit assez bien l'île Saint-Louis, avec ce regard impitoyable qui est le sien, quand il nous décrit le grand air triste des antiques façades, toujours ce côté mélancolique qu'il a.
Et alors, je pourrais vous citer quelques extraits du livre, non pas sur l'action du livre, hein, mais sur la description qu'il fait de l'île Saint-Louis, où il décrit aussi la vie sociale, la vie économique de l'île, la vie du fleuve, autrement dit, qui entoure l'île. Quand il décrit l'encaissement de la rivière, la fosse profonde où la Seine coulait à cet endroit noirâtre, des lourdes piles du pont Marie aux arches légères du nouveau pont Louis-Philippe. D'étranges masses peuplaient l'eau, une flottille dormante de canots et d'ioles, un bateau lavoir et une dragueuse amarrée au quai. Puis là-bas, contre l'autre berge, des péniches pleines de charbon, des chalands chargés de meulières, dominés par le bras gigantesque d'une grue de fonte. Donc on a vraiment cette vie économique du fleuve, qui est celle de l'île Saint-Louis et celle de la rive en face de l'île Saint-Louis, que nous décrit extrêmement bien Zola. À un moment donné, son personnage, avec sa compagne, se promène dans l'île. Et il dit, ils remontèrent le quai de Bourbon et le quai d'Anjou, s'arrêtant à chaque pas, intéressés par la vie de la Seine, la dragueuse dont les seaux grinçaient, le bateau lavoir secoué par un bruit de querelle, une grue là-bas en train de décharger un chaland. Et puis il ajoute, ensuite ils tournèrent la pointe, ralentissant encore leur marche, pour jouir du désert et du silence que de vieux hôtels semblent mettre là. Ils regardèrent l'eau bouillonner à travers la forêt des charpentes de l'Estacade. L'Estacade, c'était cette passerelle qui, à la toute pointe de l'île Saint-Louis, reliait l'île Saint-Louis à ce qui est aujourd'hui le quai Henri IV, vous voyez, qui coupait. Alors, pour finir le 19e siècle, je vais partiellement tricher, mais partiellement seulement, en vous parlant de Proust. Pourquoi je triche? Parce que l'œuvre de Proust, la grande œuvre de Proust, La recherche du temps perdu, a été écrite pour l'essentiel au début du XXe siècle. Mais et c'est pour ça que je la justifie à la fin du 19e, parce que l'un des personnages principaux de Proust, l'un des plus beaux personnages de Proust, c'est Swann, Charles Swann. Et au début du livre, du côté de chez Swann précisément, il nous décrit ce personnage, qui est un personnage extrêmement raffiné, extrêmement cultivé, qui prépare un livre sur Vermeer, qui est ami de la meilleure société, de la haute société aristocratique du Faubourg Saint-Germain, et qui a le malheur, Swann, de tomber amoureux d'une femme sans aucun intérêt, qui est Odette de Crécy, qui est à l'origine peut-être une cocotte plus ou moins entretenue, vulgaire, bête, parvenue, qui se lie, on ne sait pas trop pourquoi, aux Verdurins, qui sont des bourgeois, eux aussi un petit peu, qui sont un peu caricaturaux, mais qui quand même sont avides de culture, qui aiment Wagner, qui vont en Italie pour se cultiver, même s'ils le font de manière un peu maladroite, ce sont quand même des gens cultivés. Et ils s'entichent de Odette, et pour une raison mystérieuse, Charles Swann est séduit par cette femme sans grand intérêt. Et Swann, à l'époque, dans les années 1880, où habite-t-il? L'île Saint-Louis. Il habite quai d'Orléans. Et aux yeux des Verdurins, aux yeux même de la mère du narrateur, qui pourrait être la mère de Proust, et aux yeux d'Odette, évidemment, c'est extravagant d'habiter l'île Saint-Louis. Autant la riche aristocratie du Faubourg Saint-Germain, qui est habituée à des originalités, à des lubies, peut comprendre que Swann habite l'île Saint-Louis. Autant cette bourgeoisie affairiste parvenue, qui peu à peu habite le 16e arrondissement ou le 17e, elle ne comprend pas. Et alors, c'est assez amusant parce que l'une des premières fois où Odette écrit à Swann, en quelque sorte pour lui mettre le grappin dessus, elle lui écrit en minaudant, en utilisant des termes anglais pour faire chic, et elle lui dit, et je cite Proust, elle lui avait écrit pour lui demander à voir ses collections qui l'intéressaient tant. Elle, ignorante, qui avait le goût des jolies choses, mais Proust entre guillemets, disant qu'il lui semblait qu'elle le connaîtrait mieux quand elle l'aurait vu dans son home, ça faisait chic à l'époque de dire ça, où elle l'imaginait si confortable avec son thé et ses livres, toujours entre guillemets, quoiqu'elle ne lui eût pas caché sa surprise qu'il habitait ce quartier qui devait être si triste et qui était si peu smart pour lui qu'il l'était tant. Et un peu plus loin, Proust nous dit « Elle ne comprenait pas que Swann habitait à l'hôtel du Quai d'Orléans, que sans oser le lui avouer, elle trouvait indigne de lui. » Alors, je ne sais pas s'il y a un hôtel particulier dans le Quai d'Orléans, j'en connais pas beaucoup, mais enfin, peu importe. En tout cas, aux yeux de Swann, aux yeux de cette bourgeoisie, aux yeux d'Odette, comme aux yeux de cette bourgeoisie enrichie, habiter l'île Saint-Louis à la fin du XIXe siècle, c'est une idée totalement absurde, saugrenue. Comment peut-on s'exiler là? Et d'ailleurs, par la suite, Odette, après l'avoir fait tourner en bourrique, le malheureux Swann finira par l'épouser, comme on dit, faire une fin, et elle le forcera à habiter à proximité du bois de Boulogne. Et cet homme si raffiné, elle meublera leur appartement avec du faux Henri II. Enfin, c'est un parade mauvais goût bourgeois que subira le pauvre Swann jusqu'à la fin de sa vie. Bon,
J'en viens, pour conclure, au XXe siècle. Le XXe siècle, quand même, que les travaux de Haussmann, qui sont si remarquables par bien des aspects, a quand même pas mal abîmé, hein. Parce que l'hôtel de Bretonvilliers, qui était un des plus beaux hôtels de l'île Saint-Louis, a disparu sous la pioche des démolisseurs qui ont construit le boulevard Henri IV. On a fait à ce moment-là le pont Sully. Le pont, c'est un peu avant, mais le pont Louis-Philippe et la rue Jean du Bellay ont aussi pas mal abîmé l'île Saint-Louis. Bon, bref, cette île Saint-Louis du XXe siècle, comment l'évoquer? Alors là, on a beaucoup plus d'exemples et je pourrais faire une conférence d'1 heure, mais je ne vais pas, rassurez-vous, le faire, sur tous les écrivains du XXe siècle de l'île Saint-Louis. Alors le premier, on peut penser en premier, parce qu'il a aussi il a une plaque tout près de celle de Félix Arvers. C'est un poète un peu méconnu aujourd'hui, mais très attachant, qui avait été, quand il était universitaire à Bordeaux, l'ami intime de Mauriac, qui était son contemporain, qui s'appelait Jean de la Ville de Miremont. Et Jean de la Ville de Miremont a eu un destin tragique, puisqu'il est mort dans les premiers combats de la guerre de 14. Et Jean de la Ville de Miremont rêvait d'être marin. Il était bordelais et pour lui, l'accomplissement de sa vie serait été d'être un marin. Mais malheureusement, il souffrait d'une santé déficiente et d'une très mauvaise vue. Il n'était pas question pour lui d'être marin. Et absolument déçu, désabusé, il est parti à Paris, non pas pour réussir, mais je dirais pour s'effacer dans la multitude de Paris, pour noyer son chagrin dans l'immensité de la ville, en quelque sorte. Et il exercera des fonctions tout à fait subalternes à la mairie de Paris en écrivant quelques poèmes magnifiques et complètement désolés, cette mélancolie des grands voyages qu'il n'aura jamais pu accomplir. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est comment il définit l'île Saint-Louis, cette île Saint-Louis où il vit. Et voici quelques lignes d'un poème. Et puis voici l'île Saint-Louis, la plus tranquille, la plus déserte de toutes les îles, sans Robinson, sans Vendredi, vaisseau manqué, jamais parti vers les Antilles, faisant le tour, et reconnais ton âme sœur, car elle garde avec amour au fond du cœur le cri d'adieu des remorqueurs. Donc c'est exactement le contraire d'un cliché qui m'horripile, moi, qui consiste à sans arrêt définir l'île Saint-Louis comme un vaisseau. L'île Saint-Louis, il y a un poème, il y a une chanson de Léo Ferré qui est très belle par ailleurs, l'île Saint-Louis a largué les amarres, etc. Non, l'île Saint-Louis est immobile, l'île Saint-Louis ne bouge pas, et c'est ce que disait précisément Jean de la plus tranquille, la vaisseau manqué, jamais parti. C'est ce que dit précisément Jean de la Ville de Miremont, en parlant du cri d'adieu des remorqueurs qui, eux, partent, alors que l'île Saint-Louis ne bouge pas. Et l'île Saint-Louis, justement, par son immobilité déserte, s'accorde aux états d'âme de Jean de la Ville de Miremont. Les paysages sont des états d'âme, avait dit, je crois, Amiel, un écrivain suisse. Mais là, je crois que l'état d'âme de Jean de la Ville de Miremont s'accorde aux paysages de l'île Saint-Louis. Alors, il y a un petit moment souriant que je pourrais évoquer, mais je vais le faire très rapidement. Parce que j'en ai beaucoup parlé dans mon dernier livre, c'est ce moment assez amusant où l'île Saint-Louis est devenue soudainement à la mode, juste après la Première Guerre mondiale, grâce à quelques Américains, et grâce à un Américain en particulier, qui s'appelle John Dos Passos, que Sartre considérait comme le plus grand écrivain américain de son temps, et qui, en 1917, alors qu'il s'est engagé comme ambulancier volontaire dans la Première Guerre mondiale, avant même l'entrée en guerre des États-Unis, découvre l'île Saint-Louis. Et était merveillé par l'île Saint-Louis, par le côté provincial, tout le contraire de Manhattan, où il avait vécu, où son père avait un poste très important d'avocat d'affaires. Et il loue une chambre à la patronne du Rendez-vous des Mariniers, au-dessus du Rendez-vous des Mariniers. Et là, il s'y installe après la guerre, il va écrire son premier livre, et il va se lier assez vite à des amis américains qui sont là de passage à Paris, et en particulier à un homme qui va devenir son meilleur ami, du moins pendant une période, avant une rupture assez douloureuse, qui est Ernest Hemingway. Et Ernest Hemingway découvre l'île Saint-Louis. En 1924, grâce à un livre d'Hemingway, qui est son premier livre, qui s'appelle « Le soleil se lève aussi », où il parle de l'île Saint-Louis, Hemingway, Dos Passos, une mode d'un seul coup saisit l'île Saint-Louis, la vol des Américains qui découvrent l'île Saint-Louis. Et d'un seul coup, on voit dans ce qu'on appelait dans les années folles, ce que les Américains appellent les Roaring Twenties, les années 20 rugissantes en quelque sorte, on découvre une sorte de folie de l'île Saint-Louis pour les Américains, et en particulier pour ce bistrot. Et on voit arriver là Douglas Fairbanks, Mary Pickford, qui sont les plus grandes stars de cinéma de l'époque. La fille du président des États-Unis débarque là. Enfin bref, mon père lui-même se souvenait, en 1924, il avait 8 ans,
Non, il avait, attendez, c'est ça, il avait 8 ans. Non, 6 ans, pardon. Il était né en 1908, il avait 6 ans. Il se souvenait, lui encore enfant émerveillé, de voir les grandes voitures luxueuses avec des femmes en perlousé, des robes longues qui arrivaient dans l'île Saint-Louis. Et il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était cette vogue de l'île Saint-Louis des Américains en 1924. Il y a même une chose assez amusante, c'est que juste à côté du rendez-vous des mariniers, au 31 rue Saint-Louis-en-l'Île, s'est créée une maison d'édition qui a publié le premier livre d'Hemingway. Premier livre jamais publié d'Hemingway, ça a été publié là dans une revue qui s'appelait, dans une maison d'édition qui s'appelait The Three Mountain Press, avec une presse à bras. Et le premier livre d'Hemingway est sorti là. Et là, en 1924, une revue qui s'appelait la Transatlantic Review a paru pendant un an avec un sommaire éblouissant pendant un an. Cette revue qui sort de l'île Saint-Louis. On y trouve les plus grandes signatures, Dos Passos, Hemingway, Rappahoon, James Joyce, Larbeau, Cocteau, Gertrude Stein, Éric Satie. Enfin, c'est hallucinant le sommaire de cette revue qui naît et qui se crée dans l'île Saint-Louis en 1924. Alors, je voudrais juste pour conclure vous citer 2 noms qui me semblent intéressants et qui, je m'arrêterai là parce que j'aurais pu encore continuer très très longtemps. 2 noms qui me semblent intéressants, c'est Louis Aragon et Pierre Drieux-La Rochelle. 2 écrivains dont on sait qu'ils vont être que la vie politique en particulier va séparer cruellement, mais qui sont, au lendemain de la Première Guerre mondiale, des amis inséparables. Louis Aragon est présent dans l'île Saint-Louis, puisque, juste avant de connaître Elsa Triolet, il va vivre une passion amoureuse déchirante avec une riche héritière anglaise, qui s'appelle Nancy Cunard, et qui, pendant un moment, à peu près un an et demi, va vivre dans l'île Saint-Louis, quai d'Orléans. Et lui, qui est fou amoureux de Nancy Cunard, va vivre auprès d'elle, pas toujours logeant chez elle, bien sûr, mais va être très familier de l'île Saint-Louis à cause de sa liaison avec Nancy Cunard, qui, entre parenthèses, rachètera la presse à bras où a été paru le premier livre d'Hemingway, où était paru cette fameuse Transatlantic Review, et pour faire une maison d'édition, elle va racheter cette presse à bras qu'elle va emmener d'abord à Paris, puis ensuite dans une maison en province, aux environs de Paris. Et Louis Aragon, donc, est familier de l'île Saint-Louis. Et des années plus tard, il va écrire un roman, un des grands romans, dans mon avis, de la littérature française du XXe siècle, de la deuxième, enfin, non, de la première moitié, parce que c'est juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle Aurélien. Et Aurélien est un très grand roman, dont le héros, qui porte son nom, Aurélien, s'inspire, de l'aveu même d'Aragon, par son amitié avec Drieux-La Rochelle. Et il nous décrit très très bien dans Aurélien l'appartement de son héros, Aurélien, qui habite à la pointe de l'île Saint-Louis, à la pointe occidentale de l'île Saint-Louis, ce qu'on appelle la maison du Centaure, et qui est vraiment à la pointe donnant sur le quai aux Fleurs, où son héros habite au dernier étage un petit appartement, et donc Aragon nous le décrit très bien. Or, pourquoi il nous décrit très bien ce personnage d'Aurélien, qui est un personnage un peu, qu'on dirait, un peu désarçonné à la fin de la Première Guerre mondiale, qui ne sait plus à quelle valeur se vouer, qui a un sentiment de la décadence et qui ne travaille pas. Alors, bien sûr, il est assez différent de Drieux-La Rochelle, mais malgré tout, il y a évidemment des points communs entre Aurélien et Drieux. Et l'un des points communs les plus évidents, c'est que Drieux a habité l'île Saint-Louis, et Drieux a habité un peu plus tard exactement l'appartement que nous décrit Aragon. Alors Drieux, dont on sait hélas qu'à partir de 1935-36 va se rallier à un homme politique qui s'appelle Jacques Doriot, qui va devenir un peu plus tard une sorte d'allié inconditionnel de Hitler, et qui prose avec son Parti populaire français ce qui serait un socialisme national français, mais entre un socialisme national et un national-socialiste, il y a quand même des points un peu troublants. Donc, Drieux va opter pour ça. Mais avant, c'est avant qu'il habite Saint-Louis. Il habite Saint-Louis à partir de 1928, d'abord rue Saint-Louis-en-l'Île, puis après, donc je vous l'ai dit, à la pointe de l'île Saint-Louis. Et j'avais pas beaucoup de textes, et heureusement, j'ai un de mes amis qui est ici présent, à qui je rends grâce publiquement, qui s'appelle Julien Hervier, qui est un des meilleurs spécialistes de Drieux, à qui on doit des éditions critiques, enfin des essais, éditions critiques de Drieux, en particulier dans la Pléiade, et qui, lui, m'a trouvé, et ça je lui en sais gré, m'a trouvé beaucoup de textes de Drieux où il évoque l'île Saint-Louis. Alors,
je trouve ça assez intéressant parce que chez Drieux, qui, en effet, au lendemain de la guerre, ne sait pas où se situer, il a le sentiment que, certes, la France a gagné la Première Guerre mondiale, mais elle ne l'a pas gagnée seule. Sans les Américains, peut-être la France ne l'aurait pas gagnée. Autrement dit, il a le sentiment qui est absolument le contraire, mettons, d'un nationalisme à la maurassien de l'Action française. Il ne croit pas en la France qui va s'en sortir. Il se dit, mais comment faire? Alors il hésite. Il pense que l'Europe est une solution. Il écrit un livre qui s'appelle Le Jeune Européen. Et puis il hésite. Est-ce qu'il faut choisir Moscou? Ou est-ce qu'il faut choisir Genève, c'est le grand capital, ou un avenir qui pourrait se situer du côté du communisme et de ce qui se passe à Moscou? Il hésite. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il habite l'île Saint-Louis, au moment de cette hésitation. Et c'est intéressant ce qu'il dit sur l'île Saint-Louis, parce qu'il revient à cette idée de l'île Saint-Louis immobile, et il plaque son idée de la décadence de la France sur la décadence de l'île Saint-Louis. Et je vais vous citer, par exemple, dans Genève et Moscou, par exemple, il écrit, en 1928, « La nuit, quand je rentre chez moi dans l'île Saint-Louis, dans cet îlot délabré, dans cette barque pourrie attachée à ce vaisseau mort de Notre-Dame qui descend avec une vitesse torrentielle vers un océan d'oubli où tout cessera d'être nommé, du moins pour la bouche humaine, je fais mon examen de conscience. » Donc c'est très fort, hein, cette image de la décadence qu'il voit de la France par ce côté pourri de l'île Saint-Louis. Cette île Saint-Louis qui est évidemment le contraire de ce qu'est l'île Saint-Louis aujourd'hui. Et un peu plus loin, il écrit à une femme dont il a été l'amant. Il a eu beaucoup de maîtresses, hein, Drieux-La Rochelle. En 1932, cette femme, elle s'appelle Victoria Ocampo, qui est une riche héritière argentine, une femme de lettres, une femme éminente, une femme qui va créer une revue qui s'appelle Sourd, qui va jouer un rôle considérable dans la vie intellectuelle de l'Argentine, avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant et même après, qui va aider des gens comme Cailloua et comme beaucoup d'autres. Et donc, il lui écrit, et donc, à un moment donné, il ira d'ailleurs en Argentine faire des conférences, et il lui écrit cette lettre. « Pourquoi je ne voyage pas? Ce n'est pas par manque d'argent, un prétexte par ailleurs assez mauvais, mais laissez-moi encore rêver pendant quelques années de toutes les parties du monde sur les berges de la Seine. Tout le monde vient me voir, et je ne vais voir personne. Dans ma petite île Saint-Louis, accrochée comme une barque pourrie derrière Notre-Dame, toujours cette image de la pourriture, j'ai vu arriver des Russes qui venaient de faire une révolution, des Italiens qui en avaient fait une de moindre envergure, des Allemands qui en préparaient peut-être une, des Espagnols dont les yeux se réveillent, des Mexicains qui souffrent et qui tuent, des Argentins qui piaffent d'impatience. » Donc on a l'impression que le monde entier s'agite, piaffe, révolution par révolution, et l'île Saint-Louis, au milieu, est là, inerte, et il est là pour un temps, et il va quitter l'île Saint-Louis. Voilà. Alors, un mot de conclusion, simplement, c'est que on m'a souvent posé la question, est-ce que j'ai été marqué par l'île Saint-Louis dans mes livres, non pas seulement comme sujet, mais comme plus profondément. Et au fond, tout ce que je vous ai dit, ça rejoint un peu ça. Je crois que l'île Saint-Louis, ce refuge de solitude, vous invite au calme, mais en même temps, c'est un calme assez lénifiant. Et je pense qu'il faut, pour tout écrivain, et moi je l'ai ressenti pour moi, ce balancement entre la tentation de l'immobilité, et l'île est immobile, et la tentation de voir ailleurs, qui est l'extérieur, qui est la respiration, qui est peut-être, si on peut, une forme de souffle romanesque. Donc je crois que, si ce n'est pas par hasard que j'ai été écrivain et journaliste, que j'ai été dans l'île et sur le continent, et que dans un de mes livres, il y a ce balancement de personnages qui sont toujours déchirés entre la tentation du passé et un frisson qui les font bouger vers l'avenir. Et donc ce frisson-là, moi je l'ai ressenti personnellement dans l'île Saint-Louis. À la fois ce bonheur de l'engourdissement, qui est une tentation, et cette nécessité de s'échapper aussi pour écrire, pour voir frissonner le monde. Voilà, je vous remercie.